Est-ce que vous êtes encore chaud? Allez, un peu de bruit là. Allez, allez! Notre prochain invité, plus jeune député de France à l'époque, ou encore. Elle revient maintenant en politique auprès d'Éric Zemmour. Un tonnerre d'applaudissements pour Marion. Marion! Marion! Merci à tous. Merci. Bonsoir Marion. Bonsoir. On va essayer de se discipliner un petit peu. Marion Maréchal, je sais que vous suivez l'actualité. Il y a quelques jours, on apprenait d'une commission d'enquête du Sénat que des cabinets de conseil privés exerçaient une influence de plus en plus énorme dans la vie de la politique française. Au-delà de leur coût, 1 milliard sur l'année 2020, qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de la pratique du pouvoir? Alors avant tout, merci pour votre accueil et merci pour cet accueil chaleureux. On a dit en introduction qu'il fallait vendre du rêve et vous faire rêver, mais manifestement mon thème est de parler du bilan d'Emmanuel Macron, donc ça risque d'être un petit peu plus délicat. Donc je vais faire de mon mieux. Mais pour répondre à votre question, plus sérieusement, il y a un fait qui, à mon avis, est tout à fait manifeste concernant le bilan d'Emmanuel Macron. C'est sa capacité à dépolitiser la politique. Et je m'en explique. À travers cet exemple que vous venez de citer, c'est-à-dire l'utilisation et le recours massif à des cabinets privés américains, on voit bien une tendance générale qui s'accélère avec ce président, qui consiste à contourner l'État, à contourner la haute fonction publique, à contourner même les élus pour s'en remettre à une vision technocratique constituée par une vision totalement privée à travers ces cabinets qui pose un certain nombre de questions relativement évidemment à l'efficacité politique, au coût qu'il peut induire. On a bien vu que ça coûtait parfois plusieurs millions d'euros pour avoir un rapport sur la baisse des APL qui conduira à une réforme de baisse de 5 euros. Donc ça interroge quand même sur les montants d'argent public qui sont utilisés, des relations troubles, pour dire ça poliment, qui révèlent notamment qu'il y a une vingtaine de salariés de McKinsey qui se sont engagés au moment de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. On voit bien ce cabinet privé dont le directeur associé est le fils de Laurent Fabius, qui est actuellement président du Conseil constitutionnel, et ce même cabinet qui a été notamment en charge de la mise en place de la fameuse stratégie vaccinale. Et donc on voit bien qu'on a un Conseil constitutionnel dont le président est censé se prononcer sur la stratégie mise en place par le cabinet privé dont le fils est lui-même le directeur adjoint. Donc ça, c'est une première chose qui nous interroge, un, sur le rapport à la politique, et deux, sur les liens surprenants ou troubles qui peuvent exister avec ces cabinets. Et la deuxième chose qui me fait penser qu'Emmanuel Macron dépolitise le débat, c'est cette capacité qu'il a à nous expliquer que finalement, demain, comme il l'a fait hier avec les Gilets jaunes et son grand débat, ou avec la Convention citoyenne sur le climat, il mettra en place des états généraux, des grandes consultations, des comités transpartisans dans différents domaines, comme si l'élection n'était plus le lieu du débat, l'élection n'était plus le moment où précisément on se confrontait, on tranchait, on cherchait un consensus, on acceptait le clivage. Finalement, avec Emmanuel Macron, l'élection, c'est une formalité, on la dépasse, on la survole. Et une fois l'élection passée, après, on se prête à l'exercice du débat. Et un débat, évidemment, qui est à chaque fois extrêmement contrôlé, puisque, nous l'avons vu,
en ce qui concerne les différents débats mis en place, dont celui des Gilets jaunes, par, une fois de plus, le cabinet McKinsey. On voit bien que tout était évidemment sélectionné, choisi et marketé pour que rien n'échappe à la communication présidentielle. Alors je me permets une dernière petite question, toujours sur cette actualité. Est-ce que vous comprenez, eu égard à ce que vous rapportez, que cette affaire McKinsey, qui a tout du parfum du scandale d'État, suscite si peu de bruit dans les médias et dans la classe politique? Non, je ne comprends pas, d'autant plus que derrière le scandale de la pratique, il y a le scandale de l'évasion fiscale pratiquée par ce cabinet, qui manifestement s'enrichit très largement avec l'argent des Français et qui n'a même pas la décence de payer ses impôts en France, ce qui est un scandale dans le scandale. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi nous ne voyons pas les médias s'offusquer davantage de cette situation, mais je vois d'ailleurs de manière générale les médias s'offusquer d'assez peu de choses. On voit bien qu'il y a une relative acceptation au fait, non seulement qu'Emmanuel Macron, par exemple, ne se prête pas au débat de premier tour, mais qu'on apprend par ailleurs qu'il organise des débats avec les Français, dont France Inter a révélé qu'il y avait un tri des personnes présentes et des questions posées à l'avance. On voit qu'il organise des conférences de presse dans lesquelles les journalistes ne sont pas autorisés à filmer ou à poser l'intégralité des questions telles qu'ils le souhaiteraient. Bon, et malgré cela, on voit bien qu'il y a une grande difficulté à mettre Emmanuel Macron face à son bilan et face à ce type de comportement. On peut s'en étonner, en effet. En tout cas, je crois que malheureusement, cette situation, si elle perdure, fera que lorsqu'il faudra faire les comptes en lendemain de l'élection présidentielle, et si Emmanuel Macron est élu, il y a un grand risque, malheureusement, de voir une fois de plus la politique affaiblie encore davantage dans sa légitimité, et donc de nouvelles formes de contestation, parfois violentes, dans la rue émerger, parce que les Français auront le sentiment d'avoir été privés du débat légitime qui aurait dû être le leur. Revenons à la campagne, Marion. Parmi les raisons qui ont précipité peut-être votre retour en politique, vous avez eu l'occasion de vous en expliquer, il y a la candidature d'Éric Zemmour que vous soutenez aujourd'hui, mais il y en a une peut-être qui tient à Emmanuel Macron lui-même, à ce qu'il est, à ce qu'il incarne. En 2016, je me souviens, invité à vous exprimer sur celui qui n'était pas encore président, vous disiez d'Emmanuel Macron, c'est Juppé, avec 30 ans de moins et une barbe de 3 jours. Et un pull à capuche maintenant. Mais encore, que diriez-vous de plus sur lui maintenant que vous avez eu le temps de l'observer pendant 5 ans? C'est ça qui est surprenant avec Emmanuel Macron, si vous voulez. C'est que même après 5 ans de pratique, même après une nouvelle annonce de programme présidentiel, on a extrêmement mal à définir les contours de sa vision politique. Il n'y a pas d'imaginaire national avec Emmanuel Macron, il n'y a pas de squelette clairement défini. On a une espèce de, oui, j'ai envie de vous dire, de technocratie centriste qui oscille, et on le voit bien à l'occasion de sa conférence de presse d'annonce de programme, qui va osciller entre d'un côté des grandes déclarations extrêmement consensuelles qui pourraient convenir de Fabien Roussel à Éric Zemmour, et un alignement, un enchaînement de mesurettes techniques qui évidemment ne dégage pas de véritable vision. Et à côté de cela, on a un président qui, sur des sujets absolument stratégiques, essentiels et fondamentaux pour l'avenir de la France, a été capable de faire des embardées idéologiques absolument phénoménales, au point qu'on finit par se dire, sans mauvais jeu de mots, que voter pour Emmanuel Macron, c'est un peu jouer à la roulette russe. Parce qu'il a, in fine, été capable, en quelques années seulement, de changer complètement de point de vue, par exemple, et on en a un peu parlé sur le nucléaire, nous faisant perdre ainsi 5 ans d'investissement stratégique dans cette filière du nucléaire, et donc nous faisant perdre autant de capacités d'indépendance et d'autonomie évidemment énergétique, notamment sur le plan de l'électricité. On l'a vu faire une énorme aussi embardée sur les retraites. Je vous rappelle qu'il y a 1 an de cela, Emmanuel Macron nous défendait bec et ongle, prêt à affronter la rue, la réforme des retraites à points, qui aujourd'hui a totalement disparu des radars. On avait un Emmanuel Macron, ça recoupe le sujet européen,
qui, aujourd'hui, et à l'occasion du sommet européen, nous explique par exemple qu'il souhaite défendre l'autonomie stratégique de l'Union européenne, qui est une très belle idée, et notamment l'autonomie alimentaire de l'Union européenne. Sauf que, quand on regarde ce qui a été fait pendant 5 ans au niveau européen, avec son soutien et avec la complicité de ses élus LREM au Parlement européen, c'est notamment le vote d'un ensemble de mesures qu'on appelle le pacte vert, et ce pacte vert qui aboutit à mettre en place des restrictions écologiques extrêmement fortes à l'égard de nos agriculteurs sur différents points, au point que une étude d'impact a révélé que ces restrictions aboutiraient à moins 15% de production alimentaire en Europe. Et donc, sous couvert d'écologie louable, on va finir par devoir importer davantage de produits extra-européens qui, évidemment, ne respectent pas les normes, notamment écologiques, qui s'imposent à nos propres agriculteurs. Et donc là, sur ces 3 exemples, rien que sur ces 3 exemples, et je pourrais vous en citer des dizaines, qui sont vraiment des sujets fondamentaux pour l'indépendance et la puissance française, vous avez là un président qui, manifestement, est incapable d'avoir une vision cohérente. Vous avez déjà largement commencé à attaquer le bilan d'Emmanuel Macron, que lui-même se refuse à défendre. Marlène Schiappa, il y a quelques instants, a tenté, à sa manière, de le défendre. Justement, si l'on revient sur un point crucial, et en tout cas qui intéresse nombre d'entre vous, il s'agit de la politique migratoire. Que réponderiez-vous à la ministre qui défendait la politique migratoire, les progrès qui ont pu être faits en la matière? Alors, ce qui est vrai, c'est que Emmanuel Macron a une certaine capacité à marketer et à enrober à la fois son bilan et l'exercice de sa pratique présidentielle. Et c'est vrai qu'on parlait de dépolitisation tout à l'heure, maintenant la campagne se résume à faire des photos glamour de publicitaires dans son palais de l'Élysée, faire des campagnes Netflix. Je ne sais pas si vous avez vu, on a épisode 1, épisode 2, donc le suspense est intenable. Et on a donc ce type d'exercice maintenant au détriment d'un véritable état des lieux sur ce qui a véritablement été fait pendant 5 ans. Et sur la question de l'immigration, c'est tout de même absolument manifeste qu'Emmanuel Macron est le président de l'immigration massive, comme nous ne l'avions pas vu depuis longtemps. Et je le dis en particulier pour tous ces électeurs de droite qui auraient la tentation d'aller vers Emmanuel Macron, de regarder concrètement les chiffres après 5 ans de pratique présidentielle. Les chiffres, c'est un record absolu d'octroi de titres de séjour à des extra-européens. Plus d'1 200 000 titres de séjour qui ont été donnés, avec un stock record qui aujourd'hui frôle les 3,5 millions de titres de séjour actuellement valables sur le territoire français. Nous avons un président qui a fait en sorte qu'il y ait moins 15% d'éloignement de clandestins ou de personnes qui sont plus autorisées à rester sur le territoire que sous François Hollande. Nous avons un record absolu de demandeurs d'asile qui, si je ne m'abuse, on était à peu près... Voilà, on était à plus 134 000 en 2021 et plus 177 822 en 2019. Donc vous imaginez, c'est des chiffres absolument stratosphériques, avec, on le sait bien, une immense majorité, ça toutes les enquêtes le prouvent, de déboutés du droit d'asile qui, in fine, restent sur le territoire français. On est à peu près à 20% d'obligations de quitter le territoire qui sont véritablement appliquées, alors même que le président lui-même s'était engagé par des propos extrêmement forts à dire qu'il y aurait 100% d'OQTF appliqués au début de son mandat. Vous ne croyez pas? J'en finirai juste par ça. Il y a également, parce que sur le plan économique, c'est aussi intéressant, parce que décorréler les deux à l'époque du pouvoir d'achat, c'est évidemment compliqué. Sous Emmanuel Macron, entre 2018 et 2022, c'est plus 48% d'augmentation du budget lié à l'immigration. Et à l'immigration stricto sensu. Je ne parle même pas de tous les coûts induits par l'immigration à côté. Donc quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'il y a là manifestement un président qui communie à l'idée de l'immigration de masse et qui le revendique, puisqu'encore récemment, à un forum sur la Méditerranée, il y a quelques mois, il rappelait, il disait de nouveau que l'immigration était une chance pour la France. Vous ne croyez pas le président candidat lorsque dans son programme, il semblerait qu'il muscle son programme en matière de politique intérieure et d'immigration? Non. Non.
Non, je ne le crois pas pour une raison simple, c'est que je n'ai pas vu cette volonté pendant 5 ans. Je n'en ai pas vu les résultats. Je vous le dis une fois de plus, il y a quelques mois seulement, un président de la République qui continuait d'affirmer, donc c'est vraiment un clivage philosophique et politique fort, notamment avec le candidat que je soutiens aujourd'hui, mais sur le fait que l'immigration était une chance pour la France. Et par ailleurs, je tiens à préciser que j'ai regardé avec attention les annonces qu'il avait faites à l'occasion de son programme, qui sont quand même des annonces extrêmement timides. On a notamment la réorganisation du fonctionnement du droit d'asile et éventuellement le durcissement des conditions d'attribution des titres de séjour. Admettez quand même qu'on est quand même loin du compte quand on voit, et ça c'est le point de vue qui est le mien et qui est celui aujourd'hui du mouvement que je soutiens, mais d'expliquer que nous sommes face à une course contre la montre démographique. Il ne s'agit pas seulement de traiter les questions économiques, il s'agit d'un enjeu civilisationnel qui fait que demain, chaque mandat qui passe laisse la perspective de voir le peuple historique français devenir minoritaire sur son sol de plus en plus proche et de plus en plus réaliste. Or, je maintiens, et je pense que c'est un clivage fondamental avec Emmanuel Macron, que si demain la France est majoritairement composée d'immigrés extra-européens ou majoritairement islamiques, eh bien elle portera le même nom, mais elle ne sera plus la même personne. Si les propositions du président vous paraissent légères, à l'inverse, celles d'Éric Zemmour en matière migratoire ne sont-elles pas trop brutales? Hier, il a laissé entendre qu'il souhaitait créer un ministère de la rémigration. On vous sait libre, au point de faire parfois entendre des nuances. Est-ce que vous souscrivez à ce ministère qui fait tousser un si grand nombre de commentateurs? Oui, parce qu'en France, on adore s'offusquer sur les mots, ça c'est certain, mais ce qui est vrai, c'est qu'à travers ce terme de remigration et à travers cette volonté de mettre en place un ministère de la remigration, il y a simplement la volonté d'incarner et de rendre plus efficace un certain nombre de mesures qu'il a d'ores et déjà d'ailleurs annoncées, qui consistent à vouloir arriver à terme à un solde négatif migratoire sur le sol français. Je m'explique, c'est-à-dire faire en sorte que l'arrivée de nouveaux migrants soit réduite au strict minimum et qu'à l'inverse, il y ait un objectif de départ de près d'1 million d'étrangers du sol français sur l'ensemble du mandat, qui concerne, je le précise, des personnes de nationalité étrangère qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Nous pensons bien sûr aux clandestins, notamment, dont je rappelle, alors les chiffres varient selon les estimations, qui par essence sont difficiles, mais je vais prendre le chiffre, allons-y, de Patrick Stefanini, directeur de campagne de Valérie Pécresse, qui lui-même, dans son livre sur l'immigration, qu'elle n'a manifestement pas lu, précise qu'il y a 900 000... Non, c'était gratuit. Elle vous répondra, elle vous répondra. C'était gratuit, mais on en parlera demain avec elle en débat. Donc 900 000 clandestins sur le territoire. Je pense notamment au non-renouvellement des titres de séjour, en particulier auprès des étrangers qui n'ont plus d'emploi sur le territoire français, mais également à l'égard de ceux qui seraient fichés S pour radicalisation islamiste, à l'égard des délinquants et des criminels. Je pense notamment à tous ceux qui pourraient subir une déchéance de nationalité, en particulier pour les binationaux qui, eux aussi, se sont rendus coupables d'un certain nombre de crimes et de délits sur le territoire. Et donc, l'objectif à terme, c'est qu'en effet, il y ait 1 million de personnes qui partent et en parallèle de ceux qui pourraient, de manière réduite, rentrer, arriver à un solde migratoire négatif, et donc, in fine, à ce qu'on pourrait appeler cette fameuse immigration zéro, telle que le défend aujourd'hui Éric Zemmour. Et je ne crois pas, pour répondre à cette attaque sur la brutalité, que la fermeté soit de la brutalité. La situation est extrêmement grave, elle appelle des mesures extrêmement fermes, et donc, à ce titre, je suis heureuse de soutenir ce candidat qui a le courage de faire et n'a pas peur des mots. Nous avons déjà largement dépassé notre temps de parole, et donc avant d'être rappelé à l'ordre, je vais me permettre 2 petites questions, si c'est possible. Une première, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron a évoqué un tournant dans l'histoire de l'Europe et a déclaré à Versailles, recevant d'autres chefs d'État,
que l'Europe a changé sous le coup de la pandémie, elle va changer plus vite encore et plus fort sous le coup de la guerre. Qu'est-ce que cela laisse entendre? Qu'est-ce que cela vous fait craindre? Et que défendez-vous à l'inverse? Donc on est reparti pour un nouveau quart d'heure, là, je vous préviens. Non, on va essayer de faire ça en 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Alors chrono. essayons de faire en 2 minutes. Très intéressant, les leçons sur l'Ukraine, il y aurait beaucoup à en tirer, notamment sur la diplomatie française, sur la question de l'Europe, sur la question du monde multipolaire. Ce qui est certain aujourd'hui, et j'y viens et j'en parle à l'instant, c'est que le monde multipolaire est en train d'émerger. On le voit, nous ne sommes pas face à une hégémonie, on va dire, du bloc occidental à travers les démocraties libérales. Nous sommes face à un monde maintenant clivé. On voit que la Chine, notamment l'Inde, le Brésil, de nombreux pays africains, ne se sont pas alignés sur la vision occidentale du conflit russo-ukrainien, mais au contraire, on semble-t-il peu ou prou soutenu la Russie, ou en tout cas refusé de condamner. Ce qui nous laisse entendre qu'il est absolument indispensable aujourd'hui que la France garde une voix indépendante et une voix autonome pour pouvoir être écoutée et entendue à travers le monde et ne pas se transformer en médiateur impuissant tel qu'on a pu le voir avec Emmanuel Macron dans différents dossiers. Le dossier ukrainien, mais aussi le dossier libanais, le dossier malien, le dossier des sous-marins nucléaires australiens, l'incapacité qu'il a eu à convaincre notamment Donald Trump, malgré des grandes embrassades, de revenir sur son retrait sur les accords iraniens notamment. Donc beaucoup d'agitation et surtout un échec, à mon avis, important de ce point de vue-là, qui nous entraîne dans une chimère et qui nous fait perdre beaucoup de temps, c'est le fait qu'Emmanuel Macron voit à travers la question de la défense européenne, le levier de notre autonomie militaire et diplomatique. Alors moi, je suis tout à fait séduite sur le papier par l'idée d'avoir une puissance européenne indépendante et autonome. Le problème, c'est que cette vision d'une défense européenne et autonome par rapport à la puissance chinoise ou la puissance russe ou la puissance américaine est une vision totalement minoritaire en Europe, que personne ne partage à l'exception d'Emmanuel Macron. Preuve en est, je vous donne un exemple, le jour même du sommet européen où Emmanuel Macron défendait cette vision, le Premier ministre néerlandais qui était présent pour l'occasion s'est rendu à Sciences Po, et non pas à l'ICEP malheureusement, mais à Sciences Po, pour défendre sa vision de l'autonomie stratégique. Et ce Premier ministre, à cette occasion, dit l'OTAN restera la pierre angulaire de la sécurité européenne et il nous faut donc renforcer l'OTAN et renforcer la défense européenne. Ce qui signifie qu'en réalité, ce conflit russo-ukrainien ne va malheureusement pas nous faire aller vers davantage d'indépendance sur le plan européen, mais vers un renforcement de la jambe européenne de l'OTAN, avec pour conséquence immédiate, et on le voit d'ores et déjà, une multiplication des commandes de matériel américain. On l'a vu avec la Pologne, on l'a vu avec l'Allemagne qui vient de commander des avions de combat américains en lieu et place des avions de combat français, et au détriment d'ailleurs du projet de développement de l'avion en cours SCAF franco-allemand. Donc c'est cette direction qui est prise. Et donc quelle est la solution par rapport à cela ? C'est non pas de courir derrière une chimère qui aujourd'hui manifestement ne prend pas corps, ce n'est pas de courir derrière l'idée d'une armée européenne qui signifierait mécaniquement diplomatie européenne, donc impuissance européenne, parce que les pays en réalité n'ont pas du tout la même vision géopolitique du monde parmi les 27, mais c'est redonner une capacité à notre outil militaire de répondre à un conflit de haute intensité, donc réinvestir massivement dans l'armée, comme ça n'a malheureusement pas été suffisamment fait, et redonner cette capacité à la France de pouvoir se projeter de manière autonome sur des territoires étrangers pour défendre ses intérêts et non pas pour défendre une espèce d'utopie de défense européenne alignée sur des intérêts américains ou autres, car ce n'est pas l'intérêt de la France. Une dernière question, Marion Maréchal. En 2017 déjà, on disait d'Emmanuel Macron qu'il était le candidat de la fin de la France, de la liquidation de la France. Est-ce que 5 ans plus tard, la France existe toujours, la France est toujours là, pas forcément en très bon état, mais est-ce que ça ne rend pas encore plus difficile les discours un petit peu alarmistes, catastrophistes, qui nous promettent toujours un petit peu la fin de la France avec Emmanuel Macron ou sans Emmanuel Macron? Est-ce que la France est toujours là? Je crois, non. Cette salle en est la preuve.
Non, je crois que fort heureusement, la France est toujours là et la vitalité politique à l'œuvre durant ces 5 années avec laquelle s'est manifesté le peuple français à travers notamment, je ne parle pas des excès de violence ultra-minoritaires, notamment conduits par les Black Blocs ou autres, mais qu'on a vu sur ces ronds-points, prouve que les Français ont encore de quoi répondre et que ça reste un peuple politique et engagé. Donc, vous savez, j'ai souvent entendu dire une espèce de nostalgie parfois dans le camp national, d'expliquer qu'il serait trop tard et que finalement le combat serait perdu d'avance. Et or, je suis convaincue déjà qu'il n'est jamais trop tard pour essayer, c'est une première chose. Et par ailleurs, je suis aussi absolument convaincue que les combats perdus d'avance sont surtout ceux qui ne sont pas menés. Et en l'occurrence, et en ce qui concerne le combat auquel j'appartiens, il reste encore 20 jours. Et en 20 jours, on peut en faire des choses. Nous l'aurons compris, un grand merci Marion Maréchal.